Bienvenue à Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Jean-Baptiste Placas, éditorialiste à RFI, Mariam Malagardis de Libération et un invité, Rémi Fulgence Dandjinou, ministre de la Communication du Burkina Faso et porte-parole du gouvernement. C'est également un confrère que nous accueillons puisque dans une vie antérieure, vous avez été journaliste. L'émission sera consacrée à la situation sécuritaire au Burkina Faso, 15 jours après la double attaque de l'état-major des forces armées et de l'ambassade de France. Les conclusions de l'enquête mettent en lumière l'implication du groupe El Mourabitoun. En l'espace de 2 ans, c'est la 3e attaque terroriste à Ouagadougou. À ce jour, sur l'ensemble du territoire, on en compte près d'une centaine. La dernière date du 14 mars, des agents des eaux et forêts ont été attaqués dans la ville de Fada. Rémi Fulgence Dandjinou, tout cela mis à bout. Et la preuve qu'après le Mali, le Burkina Faso est devenu le ventre mou du Sahel. Merci madame. Je ne pense pas que le Burkina soit le ventre mou. Vous avez parlé de 2 attaques. Je précise qu'il y en a eu 3. 2 qui ont été revendiquées. L'attaque du Cappuccino et l'attaque du 2 mars. Et celle sur le café donc, qui n'a pas été revendiquée à Ouagadougou. Ensuite, l'aspect ventre mou me paraît un peu difficile à admettre parce que vous avez un pays qui pendant 27 ans a été exclu des enjeux parce que simplement il a servi de base relais, de base pour un certain nombre d'acteurs, notamment des acteurs terroristes. Et aujourd'hui, ce pays-là, depuis 2016, dit « nous n'avons pas cette même vision de construction d'une démocratie sur des valeurs et nous n'avons pas besoin d'être le repli d'un certain nombre de groupes ». Je dirais plutôt que le Burkina est la cible parce que c'est un pays qui change sa façon de collaborer. Le Burkina est la digue, parce que sans ce Burkina aujourd'hui, des pays, notamment les pays de la zone côtière, seront facilement touchés par l'attaque terroriste. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que nous soyons le ventre mou. Et nous sommes cibles parce que nous avons changé notre politique, nous sommes cibles parce que nous sommes aujourd'hui quasiment le dernier rempart qui bloque l'accès à un certain nombre d'espaces, notamment l'espace côtier. Jean-Baptiste Placas. Je pense que la polémique sur ventre mou, ventre dur est dérisoire, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays qui sont effectivement attaqués. Est-ce que la France est le ventre mou de quoi que ce soit? Est-ce que les États-Unis sont un ventre quelconque de quoi que ce soit quand il y a des attaques terroristes dans ces pays? Il faut dire que les pays n'ont pas les moyens militaires adéquats pour faire face au type de menaces que constitue le terrorisme. Et effectivement, le Burkina, par le passé, a été en quelque sorte le paradis de ces gens qui aujourd'hui s'en prennent à ce pays. Pour le reste, je ne sais pas quel gouvernement dans ce monde d'aujourd'hui peut prétendre qu'il est tellement efficace qu'il puisse être à l'abri du terrorisme tel qu'on le connaît. Mariam Malagardis, une question peut-être à Rémi Fulgence Dandjinou. Oui. Non, d'abord, je suis assez d'accord que le terme ventre mou est assez inapproprié. Néanmoins, monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que ça souligne d'une certaine manière une certaine fragilité sécuritaire du Burkina, qui ne concerne d'ailleurs pas que le Burkina Faso, qu'on pourrait appliquer à d'autres pays du Sahel. Il y a 3 jours, on a eu aussi une attaque contre une gendarmerie aux portes de Niamey où 3 gendarmes sont morts. Apparemment, les assaillants ont pu attaquer durant toute la nuit sans qu'il y ait de réelle réaction. Donc, effectivement, le Burkina n'est pas le seul pays concernés. Et justement, c'est ce type d'actes terroristes, d'une certaine façon, veulent avant tout défier et montrer qu'ils peuvent aller frapper où ils veulent, quand ils veulent. Mais en contrepartie, justement, ils soulignent par finalement le toupet qu'ils ont d'aller, notamment dans ce qui concerne les dernières attaques à Ouagadougou, frapper au cœur même de la ville, ils soulignent une certaine fragilité.
Non, il y a un fait, c'est que lorsque vous avez une attaque comme on l'a connu à Ouagadougou sur l'ambassade de France et surtout sur l'état-major, ça pose un certain nombre de questionnements. Après, je pense que la question de l'état-major est une question totalement différente. Vous savez, il y a un processus qui est en cours dans notre pays depuis 2016 qui nécessite qu'un certain nombre d'acteurs, notamment militaires, soient redéployés. L'état-major aujourd'hui, c'est une bâtisse en plein centre-ville parce que pendant longtemps, elle n'a servi à rien. Pour la simple raison que le régime Compaoré avait installé autour de Kosiam, qui est le palais présidentiel, les éléments militaires qui assurent le pouvoir. Donc, lorsque le président Kaboré arrive, il dit « je ne nomme pas de militaires à la défense et je remets les institutions dans leur état ». Après, il y a un processus de sortie de ces éléments de Ouagadougou, malheureusement, qui n'a pas pu se faire avant que cette attaque n'arrive. L'autre aspect qui est important, c'est qu'effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes. Problèmes notamment de sécurité dans l'espace, mais problèmes également de montée en puissance des différentes armées. Et il est important de rappeler que ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Burkina, se passe ailleurs, peut-être parfois pas sur les mêmes cibles, mais avec parfois des impacts beaucoup plus graves. Et donc c'est pour ça que je crois important que les acteurs, notamment qui accompagnent ces pays-là, doivent prendre soin de bien le faire. D'autant plus que rien ne sert aujourd'hui de fragiliser des pays comme le Burkina ou le Mali sous le prétexte de X ou de Y, alors qu'effectivement, sans ces pays-là, Burkina, Mali, Niger, il y a effectivement une difficulté de gérer ce conflit. Je dis ça parce que de plus en plus de bruits se font entendre que le Burkina, qui a déjà une bonne partie de son territoire placé en zone rouge, je réalise un certain nombre de dépêches aujourd'hui, des agences disent il ne faut pas aller au Burkina, etc. Le Burkina risque d'avoir sa capitale Ouagadougou placée en zone rouge. Je trouve que c'est d'un ridicule extraordinaire et on a l'impression de vouloir fragiliser des États plutôt que de les accompagner dans le processus de lutte contre le terrorisme, ce qui peut être dangereux pour l'ensemble de l'espace ouest africain. Alors sur la gestion de la sécurité par les autorités du pays, les Burkinabés sont très critiques. Je vous propose d'écouter notre correspondante à Ouagadougou, Fanny Noireau. Se réveiller ou périr, c'est le titre de la dernière note conjoncturelle du Présimètre. Le Présimètre, c'est cette plateforme de veille citoyenne qui s'intéresse à la bonne gouvernance et à la redevabilité politique. Dans cette note, on peut lire, je cite, « La société burkinabé tout entière, à commencer par le pouvoir de Ouagadougou, devra bander des muscles et des neurones pour faire face à la guerre qui lui est imposée. » 2 semaines après cette double attaque, des questions demeurent. Au-delà de l'enquête, au-delà de savoir s'il y a eu des failles, nombre de Burkinabés ne comprennent pas l'attitude du gouvernement. Lors de l'inhumation des victimes au cimetière, quelques personnes présentes confiaient ne pas comprendre, par exemple, pourquoi il n'y a pas eu de deuil national, ni même un drapeau en berne. Pourquoi le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, a-t-il attendu le lundi, soit 3 jours après, pour se rendre enfin sur les lieux des attaques? Il y a un autre débat aussi qui a fait quasi l'unanimité dans les médias, c'est celui de la délocalisation de l'état-major et des enceintes militaires. Nombre d'entre elles se trouvent en plein centre-ville. Plusieurs médias ont relayé l'idée de les déplacer. Des inquiétudes qui pourraient avoir été entendues en haut lieu. Il y a 1 semaine, dans le journal Le Pays, le ministre de la Sécurité, Clémence Aouadogo, reconnaissait que certaines casernes nécessiteraient une délocalisation. Rémi Fulgence Giandinou, une réaction au propos de Fanny Noireau? Non, je pense que sur la question de la délocalisation, on en a déjà parlé. Je pense qu'à Ouagadougou, nous avons 4 camps, je pense, essentiellement 2 qui sont en extrémité de la ville, qui ne sont pas dans cette situation, et 2 qui sont au cœur. Il y a le camp Guillaume et le camp de Paspanga, qui est le camp de gendarmerie. Et ces 2 camps-là sont en projet donc depuis d'être sortis de la ville. Et il y a également le projet de construction de l'état-major, qui malheureusement n'a pas pu se faire avant donc ces incidents-là. L'autre aspect qui est abordé par votre correspondante, c'est la question de la présence du président Kaboré sur les événements. Les événements ont eu lieu le vendredi. J'ai eu la chance de participer à différentes rencontres avec le chef de l'État le vendredi et le samedi. Le samedi, le Premier ministre y a été. Je pense qu'il a pris position sur les questions le samedi à 13h au niveau des médias nationaux. Il y a ensuite tout un travail qui est fait. Il s'est rendu quelques jours plus tard avec ses homologues du Togo et du Niger. Le Premier ministre y est allé le lendemain. Il y avait des questions sécuritaires évidentes parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'état-major, c'est quand même
une attaque avec un outil, une voiture piégée. Donc, il y avait un certain nombre d'attitudes à avoir en termes de sécurisation même de l'espace. Le Premier ministre y allait le lendemain. Le président du Faso y allait avec ses homologues le lundi. Je pense que la polémique n'est pas à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un travail qui est fait et c'est ce qui est important sur ces questions-là. Alors sur la vulnérabilité du Burkina Faso, est-ce qu'elle ne s'explique pas par le fait qu'après la dissolution du RSP, il n'y a pas eu de réforme globale de l'armée comme elle était prévue? Il y a une réforme de l'armée qui est prévue. Nous avons une loi de programmation qui a été adoptée. Elle n'est toujours pas effective, hein, ça fait 2 ans. Non, elles sont effectives. Elles sont effectives. La loi de programmation a été adoptée. Il y a un redécoupage au niveau de la sécurité qui a été mis en place. Il y a des changements au niveau des régions militaires qui s'est opéré. Il y a des changements au niveau de l'état-major qui a été mis en œuvre. Après, le RSP n'est pas la sécurité du Burkina. Le RSP, c'est le régiment de sécurité présidentielle. Il assurait la sécurité d'un homme et d'un régime. Il n'assurait pas la sécurité du Burkina. Il est clair qu'à l'intérieur, vous avez des soldats qui avaient été formés pour entraîner notamment des djihadistes. Il y en a qui l'ont fait avec le général Diendéré. Vous avez des soldats qui ont été formés pour faire des coups bas dans les pays de la sous-région. À Ouagadougou, aujourd'hui, il y a un procès sur les anciens du RSP qui sont battus au Libéria et à Sierra Leone. Donc, il faut faire attention. C'est vrai que c'était des personnes formées, mais ce n'était pas la sécurité du Burkina. Après, il est évident que lorsqu'on sort de 25 ans d'une telle situation, il y a forcément du chemin à faire pour établir une armée qui soit républicaine et au service d'une nation. Jean-Baptiste Placas? Oui, c'est vrai que je ne sais pas, est-ce que si le RSP visait à sécuriser le Burkina, on aurait pu, d'une manière ou d'une autre, reconvertir certains des éléments en dehors des chefs qui en tout cas, sont impliqués dans des procédures judiciaires en cours. Je ne pense pas que si le Burkina a échappé aux attentats, à toutes sortes d'attaques terroristes par le passé, ce n'est certainement pas parce que le régime de Blaise Compaoré était d'une efficacité redoutable de ce point de vue. C'est tout simplement parce que, effectivement, ceux qui attaquent aujourd'hui, en l'occurrence, étaient les amis du pouvoir en question. Et ça, c'est quelque chose de rédhibitoire. C'est-à-dire, ou bien vous êtes amis à ces gens et ils vous ménagent par rapport à d'autres, ou bien vous les persécutez et ils vous ciblent, en l'occurrence. Je ne pense pas qu'on puisse faire allusion au fait que le RSP ait pu exister, se référer à ça pour dire que sa disparition puisse expliquer les attaques djihadistes. Je crois mais il n'y a pas de sécurité sans renseignement. On sait quand même que le RSP s'occupait beaucoup de renseignements. Quel renseignement? C'est ça le problème. Je reprendrai exactement de quel renseignement il s'agit. Vous savez, nous avons créé l'Agence nationale de renseignement, qui est l'agence qui va réguler le renseignement, qui se bâtit sur un principe donc de redevabilité, avec une loi qui est présentée à l'Assemblée nationale, avec un certain nombre d'éléments pour la nomination de ces acteurs. Le renseignement ne peut pas tenir à une personne, un être aussi doué soit-il, il tient aussi à une structure qui va être pérenne. Et il est clair que le départ de Diendéré, effectivement, dans ce modèle de renseignement-là, effondre les éléments. Mais il faut le reconstruire sur des éléments qui sont beaucoup plus structurants et beaucoup plus pérennes et qui sont également beaucoup plus démocratiques parce qu'il faut pouvoir regarder ce qui est fait, comment c'est fait et ensuite pouvoir l'utiliser à bon escient. Le renseignement ne doit pas servir, dans le cas d'espèce, c'est ce qui a été fait pendant longtemps, à créer des relations mercantiles avec des acteurs de terrorisme et à plutôt utiliser ce renseignement-là pour dominer la population burkinabé dans son ensemble. Mariama Lagardis. Oui, d'autant plus que c'est très compliqué quand même le renseignement dans ce genre de situation parce que on n'est pas dans une guerre conventionnelle, hein, donc et par ailleurs visiblement les services de renseignement burkinabés avaient en partie bien fait leur travail puisqu'on sait aujourd'hui qu'à
à partir du 10 février, ils ont vu entrer un certain nombre de personnes venues des pays voisins qui auraient pu participer ou organiser cet attentat. Donc, ce qui d'ailleurs contredit la principale revendication qui aurait été de commettre des attentats à Ouagadougou pour se venger des attaques de l'opération Barkhane au Mali, puisque s'ils étaient entrés dès le 10 février, c'était antérieur à ces 10 attaques. Ceci dit, peut-être la spécificité du Burkina par rapport aux autres pays de la région, et d'ailleurs s'il y a un ventre mou au Sahel, en réalité c'est plutôt le Mali, où la partie nord et maintenant centrale sont de plus en plus des no man's land inaccessibles aux journalistes et à un certain nombre de catégories de citoyens, où les fonctionnaires refusent même d'y aller. On ne voit pas encore ça au Burkina. Peut-être que dans la zone nord, il y a quand même un frémissement de quelque chose qui y ressemble. Et d'ailleurs, les 3 attentats de Ouagadougou ne doivent pas faire oublier qu'il y a des attaques régulières dans le nord du pays. Mais ce qu'il y a de la spécificité peut-être du Burkina tient peut-être à ce lancinant soupçon qui revient à chaque fois qu'il y a des attaques, d'une main directe ou indirecte des tenants de l'ancien régime. Et c'est vrai que dès le moment, dès que les attaques ont commencé, elles n'étaient pas encore achevées. Moi, j'ai parlé très vite avec des gens à Ouagadougou et tout de suite, ils me disaient c'est Blaise Compaoré, c'est son régime, on en est sûr, alors qu'on était encore dans une confusion totale. Ça a été plus ou moins, ce soupçon, il a été plus ou moins confirmé par certaines déclarations officielles, mais comme toujours, on reste dans quelque chose d'un peu subliminal et de latent. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est du coup comment vont évoluer les relations avec un autre pays voisin qui est la Côte d'Ivoire, qui abrite cet ancien chef d'État, donc dont qu'on accuse de manière régulière, à tort ou à raison, mais enfin apparemment cette accusation est extrêmement partagée dans la population. Moi, les gens à qui je parlais au téléphone à Ouagadougou le jour des attaques n'étaient pas forcément des analystes politiques, c'était des gens que je connaissais qui sont des citoyens lambda. Et tout le monde pense toujours à ça, tout le monde a fait le lien avec l'ajournement du procès du général Diendéré et de monsieur Bassolé. Oui, Bassolé. Donc, cette espèce de soupçon subliminal qui pèse à chaque fois qu'on a ces scènes de violence, est-ce que ça va avoir une implication par rapport aux relations avec le pays voisin, ou en tout cas comment interpeller ce pays voisin par rapport à la présence des anciens tenants de l'ancien régime en Côte d'Ivoire? Monsieur le ministre, la parole est à vous. Je pense que sur cette question, c'est la procédure judiciaire qui va nous clarifier sur ça. Il y a aujourd'hui des éléments au niveau donc du procureur Maïga Sérémé qui laissent à penser qu'on a des personnes qui pourront nous expliquer ce qui s'est passé effectivement. Après, le sentiment que les Burkinabés ont, c'est un sentiment qui peut être justifié par le fait que ces Burkinabés l'ont vu pendant une dizaine d'années. Ceux qui revendiquent les attaques vivent avec le président. Donc après, vous ne pouvez pas empêcher les Burkinabés de le dire. C'est pas possible que ces gens à qui on a donné le gîte, qu'on a soigné, qui ont vécu avec nous pendant 10 ans, parce que le président s'en va, aujourd'hui, ils nous tapent dessus. Et ils l'ont d'ailleurs dit de façon claire et nette. Donc pour la Côte d'Ivoire, moi, j'ai pas d'inquiétude, parce que je pense que les États sont suffisamment responsables pour assumer ces situations-là, et que si jamais le président Compaoré était mis en cause dans la suite des événements, il faudrait peut-être que les Ivoiriens en tirent les conséquences par rapport à cela. Mais ce qui est évident, c'est que pour un chef d'État qui a dirigé un pays pendant 27 ans, on ne l'a jamais entendu prendre position pour se plaindre, pour au moins apporter ses condoléances, ne serait-ce qu'au peuple burkinabé qui est victime. Il a une fois eu un communiqué pour dire qu'il n'était pas d'accord des accusations, mais c'est parce que justement il y avait eu ces accusations. Ça fait des attaques, on n'entend jamais parler, on se dit quand même pour quelqu'un qui est burkinabé, parce que qui avait veut dire fier de ce qu'il est, on aurait pu au moins s'attendre à autre chose que cette attitude-là. Jean-Baptiste Placas. Oui, si les dirigeants actuels ont des éléments de preuve, évidemment, c'est pas à nous autres journalistes qui vont les présenter, mais il n'empêche, il y a des accusations allusives du pouvoir à l'endroit de Blaise Compaoré, notamment, je crois, ça devait être en octobre de l'année dernière, le président Kaboré, en visite
en Suisse, je crois, dans des échanges avec ses concitoyens, a rappelé que le RSP, ou en tout cas le général Diendéré, et un certain nombre de gens, l'armée burkinabé, servait à équiper, à entraîner, à soigner parfois certains de ces djihadistes. Je crois que si le Burkina a des éléments de preuve un peu plus concrets de ces accusations, le moment viendra où il faudra les mettre sur la table pour que justement la Côte d'Ivoire puisse aussi se prononcer, parce que si le Burkina craque, entre guillemets, la Côte d'Ivoire est livrée aux djihadistes, totalement. Je l'ai dit en début de propos, c'est une cible, le Burkina, c'est aussi une digue. Parce que vous connaissez, à la différence de beaucoup de pays, nous n'avons pas ces questions d'opposition qui peuvent susciter un fractionnement de la population, soit au niveau ethnique, soit au niveau religieux. Et beaucoup de pays, par contre, partagent ces difficultés-là, et où, justement, très rapidement, des questions peuvent essaimer et prendre une proportion incroyable. Donc, pour ce qui est des éléments, je pense que nous croyons fermement à la justice dans notre pays. Et les éléments de preuve, la justice va les mettre à disposition. Il y a des choses qui paraissent évidentes sur lesquelles la justice va travailler. Et nous espérons simplement que face aux décisions de justice, face au rendu de la justice, les acteurs sous-régionaux, chacun en tirera les conséquences. En recevant les membres de la CODER, qui est donc la Coalition pour la démocratie et la réconciliation, le 13 février dernier, le président Roch Kaboré a dit qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre justice et réconciliation. Que faut-il comprendre ? C'est tout à fait la logique de son propos. Nous avons connu des situations où il paraît important aujourd'hui de dire ce qui s'est passé, de rendre le droit et ensuite de regarder comment nous construisons cette réconciliation. Mais il est hors de question de reconstruire de mettre une réconciliation sur l'absence de justice et l'absence de vérité. Les procès qui sont en cours, tant au niveau donc du coup d'État ou qui vont s'ouvrir notamment sur le dernier gouvernement du président Compaoré, vont permettre de tracer un peu toute cette situation-là et de créer la transparence sur les faits, de pouvoir avoir une justice et on va se réconcilier. Encore que pour moi, la réconciliation ne touche pas, ça touche des acteurs politiques en réalité. Parce que ceux qui ont besoin de justice, ce sont des familles, ce sont des Burkinabés qui ont été touchés pendant des années, qui ont perdu des personnes qui leur étaient chères, qui ont été touchés, qui ont été blessés, qui ont vu parfois leur destin brisé par des violations de droits, par des préemptions au niveau économique, etc. Donc, c'est eux qui ont besoin de justice. La réconciliation, c'est pour des acteurs politiques en particulier, parce que je ne vois pas de cassure si nette dans notre pays qu'on doit parler de réconciliation en dehors de celle qui peut unir des acteurs politiques. De façon générale, les Burkinabés ne sont pas divisés sur ce qui s'est passé. Ils aspirent tous à un bien-être social, ils aspirent tous à un fonctionnement démocratique. Seule la vérité et la justice peuvent faire ce processus-là. Mariama Lagardis. Oui, est-ce que bien plus que la réconciliation, qui effectivement est peut-être moins un enjeu au Burkina que dans d'autres pays, parce que finalement c'est un pays qui a aussi une histoire assez particulière, qui fait qu'il y a une vraie conscience politique et sociale dans ce pays. En partie, c'est en partie l'un des héritages de Thomas Sankara, qui est encore très vivant aujourd'hui. Est-ce que le plus grand risque, c'est pas un certain désenchantement qui est quand même assez perceptible dans la rue de Ouagadougou par rapport au renversement de ce régime qui était effectivement détesté, par rapport à la fierté aussi d'avoir été en Afrique noire, dans les années récentes, l'un des pays qui a réussi cette révolution de la rue, alors que tant de manifestations sont réprimées dans le sang dans d'autres pays, et on voit bien que les pouvoirs ne bougent pas d'un iota. Il y a eu une vraie... moi, j'étais là au moment de la chute du régime Compaoré. Il y avait une vraie fierté des gens qui avaient participé à ça. Et quand j'y suis retournée récemment, j'ai senti une certaine amertume, un désenchantement. La phrase qu'on entend le plus souvent, c'est « rien n'a changé » dans la vie quotidienne. Et cette entrée sur la scène du terrorisme et de ces violences-là
rendent encore plus amer ce constat que, et quand je parlais tout à l'heure de fragilité, elle n'est peut-être pas uniquement sécuritaire, elle est aussi dans le besoin de recréer une certaine cohésion face à ces situations, d'empêcher peut-être aussi que certains cèdent aux sirènes du djihadisme en se disant finalement tout est dans tout et en rejetant les élites. C'est un scénario qu'on voit partout dans le Sahel. Le rejet des élites tend parfois à embrasser un discours qui a le mérite de la simplicité, qui est le discours extrémiste. Est-ce que c'est pas aujourd'hui, alors sans aller jusqu'à cet extrême-là aujourd'hui, au Burkina, on voit néanmoins ce désenchantement et qui, face à ce défi du terrorisme, peut-être fragilise quelque peu le pouvoir actuel. Je suis d'accord avec vous qu'il y a forcément des attentes qui ne sont pas satisfaites au niveau des populations. C'est évident que tout ne peut pas changer en 2 ans et demi, et d'autant plus que ces attaques terroristes-là participent également à fragiliser le processus en cours. Vous avez nécessité de redéployer les ressources pour faire face à cela. Et lorsqu'un pays comme le nôtre redéploie ses ressources, il y a forcément des secteurs qui en pâtissent. Ça sera le mot de la fin, Monsieur le Ministre. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Rémi Fulgence-Zanginou, ministre de la Communication et porte-parole du Burkina Faso, à Jean-Baptiste Plaka, éditorialiste à RFI, et à Maria Malagardis de Libération. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde, ainsi que sur l'appli TV5 Monde Afrique. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.